L'essentiel, c'est la suite. On va plus loin à présent avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Fan. Avec au sommaire Israël qui reprend d'un côté les négociations au Caire tout en déployant des chars à Rafah, à l'extrême sud de Gaza, notamment au seul point de passage hors du territoire israélien, le poste frontière de Rafah avec l'Égypte. Xi Jinping lui est parti après 3 jours de visite ici en France. Le président chinois qui a partagé un dernier moment intime avec Emmanuel Macron. C'était sur le col du Tourmalet dans les Pyrénées avec un froid inhabituel en ce mois de mai. C'est tout de suite l'essentiel. On va plus loin. L'armée israélienne est donc déployée désormais à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Elle a pris possession du poste frontière, unique point de passage avec l'Égypte, en plus de ceux d'Erez et de Kerem Shalom qu'elle contrôlait déjà. Voyez les images commentées par Agnès Varamian pour France Télévisions. Ce sont les images de ces chars filmés par l'armée israélienne. Les militaires fournissent aussi ces vues de drones, comme pour souligner l'importance accordée à la prise de guerre de la nuit, le point de passage de Rafah. C'est le point d'entrée principal de la bande de Gaza. Les soldats israéliens hissent leur drapeau ce matin en signe de victoire sur le Hamas. Ce point de passage se situe entre l'Égypte et Gaza. Les Israéliens prennent le contrôle du côté palestinien du poste, mais aussi de toute la frontière. Une offensive dans la nuit qui a surpris par sa rapidité. Bonjour du point de contrôle de Rafah. Sur leurs chars, les soldats se filment. Dans le sud de Gaza. Le lieu est stratégique. Tsahal justifie sa prise de contrôle dans un communiqué. Selon nos renseignements, ce poste frontière sert à des actions terroristes. Le poste frontière est surtout l'endroit par lequel passe l'aide humanitaire pour Gaza. Hier, l'armée a demandé à une partie de la population d'évacuer certains quartiers. La fermeture du point de passage de Rafah inquiète les humanitaires. Évidemment, on est très inquiète pour le potentiel impact sur la population, sachant qu'on a 1,3 million de civils à Rafah qui évidemment sont dans un état d'esprit très très inquiet. Sinon on panique. Les forces israéliennes ne sont pas entrées à l'intérieur de la ville de Rafah et parlent d'une opération spécifique et ciblée la nuit dernière. Et à Jérusalem, pour France 24, on retrouve Ludovic de Foucault, une offensive, Ludovic, qui reste pour l'heure limitée dans ses objectifs et son ampleur. Bonsoir Raphaël, des objectifs limités, oui, c'est ce que disent des officiels israéliens et c'est ce que disent aussi des officiels américains qui ont parlé à des officiels israéliens. Objectif limité, objectif double. Le premier objectif, c'est de couper le Hamas de l'accès à la frontière égyptienne et de différents points de passage qui pouvait permettre au Hamas éventuellement de s'approvisionner en ressources via la contrebande des armes, des munitions, de l'argent. Le Hamas est aussi régulièrement accusé de détourner l'aide humanitaire ou de contrôler une partie de l'aide humanitaire. Donc ça aussi, ça serait fini avec cette opération. Et puis l'autre objectif, c'est de continuer à maintenir une pression militaire sur le Hamas de la part d'Israël pour le forcer à adopter une attitude plus conciliante et à faire des concessions autour de la table de négociation au Caire où les discussions ont repris en fin d'après-midi. Vous restez avec nous, Ludovic. Patricia, Israël parle d'une opération ciblée de contre-terrorisme, une action effectivement mesurée, ou s'agit-il de propos destinés surtout à rassurer les États-Unis qu'on sait hostiles à une offensive de grande ampleur sur Rafah ? Dans la prise de position du Premier ministre, cette prise de position est destinée à la communauté internationale et aux États-Unis. Là, c'est vraiment pour leur dire, voilà, on a fait une opération ciblée. Reste à savoir ce que deviendra cette opération ciblée dans 3, 4 jours, on ne sait pas. Je pense aussi qu'il y a dans cette opération ciblée la réponse à l'attaque qui a été faite contre une position de l'armée israélienne avec, semble-t-il, eh bien, les lanceurs se trouvaient dans le périmètre de cette entrée de Gaza, donc dans ce
près le point d'entrée de Rafah. Donc, pour les Israéliens, 7 morts soldats tirés par des roquettes tirées ou des missiles tirés par Rafah, ça mérite toujours une réponse. Et donc, il y a de tout. Il y a un aspect purement conjoncturel militaire. Il y a à faire pression sur les négociations. Et il y a un message surtout pour rassurer les alliés américains et la communauté internationale. Ce n'est pas la grande offensive prévue. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne se produira pas. Plus tôt dans la journée, Patricia l'a dit, les brigades Edim Al-Qassam revendiquaient, Gauthier, des tirs de roquettes sur les troupes israéliennes près de Kerem Shalom, là où 4 soldats israéliens avaient été tués dimanche lors d'une première attaque, de nouveaux tirs lancés précisément depuis Rafah. C'est cela qui légitime l'action israélienne? D'une certaine manière, le Hamas fournit en tout cas un argument à Israël. Oui. Mais alors, on est effectivement dans ce paradoxe, c'est-à-dire que, en quelque sorte, le Hamas fournit un argument à Israël et le Hamas même compte sur Israël. C'est-à-dire que si vous partez du principe qu'il y a une divergence fondamentale au sein du Hamas, qu'on a pu entre autres apercevoir au moment du 7 octobre, où la direction politique, celle qui est tranquille à Doha, au Qatar, avait l'air abasourdie par l'ampleur de la chose. En admettant que ça soit vrai. Mais au fond, ce que le Hamas politique essaye de faire là, c'est de se dire, nous, les politiques, nous avons un avenir. Et si ça passe, si ça doit passer par le fait qu'Israël rase tout ce qui est de l'ordre des infrastructures du mouvement et infrastructures militaires, après tout, pourquoi pas? Et donc là, il y a quelque chose comme d'assez pervers comme l'est jusqu'à présent, comme l'était, la collaboration entre guillemets dite sécuritaire avec le Hamas, et qui consistait tacitement à dire au Hamas, vous, à Gaza, vous maintenez le couvercle sur les protestations et la révolte, notamment sociale, et nous fermerons les yeux le jour où vous voudrez représenter à vous seul l'autorité palestinienne. Et c'est ça, c'est ces accommodements ou ces relations de coquins, si vous voulez, qui sont aussi contre nature et qui sont, si vous voulez, moi je pense qu'elle devrait en quelque sorte remuer et mener à la rébellion des gens, des citoyens que l'on prend pour des idiots. Mais ça fait partie de ce jeu-là. Et dans votre question, il y avait, me semble-t-il, cette idée que le Hamas peut être finalement, non pas satisfait, mais opportuniste quant à sa propre survie, et que de ce point de vue-là, les menées d'Israël ne le dérangent pas. Oui, le Hamas jouerait la politique du pire? Moi, je partage l'analyse de Gauthier. Il y a en effet une volonté, mais de part et d'autre, à poursuivre les combats d'une façon, tout en prétextant ou en disant qu'ils veulent effectivement un cessez-le-feu, parce qu'un cessez-le-feu, effectivement, par rapport aux Gazaouis, aux Gazaouis et aux familles d'otages côté israélien, oui. C'est effectivement ce à quoi ils attendent et ce vers quoi ils tendent, et c'est ce qu'ils veulent. Mais les deux belligérants, aussi bien Benjamin Netanyahou et les durs du gouvernement, et même pas que les durs d'ailleurs, et le gouvernement en entier, et le Hamas, eux, jouent parfois, on a l'impression qu'ils jouent la prolongation de la guerre, pratiquement volontairement, en espérant en avoir plus, c'est-à-dire côté israélien en espérant détruire le Hamas, et côté Hamas en espérant s'en sortir au mieux possible. Intense bombardement, donc à Rafah, où l'armée israélienne demande, c'était hier, à une centaine de milliers d'habitants dans l'est de la ville d'évacuer. Alors qu'au Caire, on attend de nouveau pour parler en vue d'une éventuelle trêve. Ludovic, dans quel état d'esprit aborde-t-on ce énième round de négociations côté israélien? Qu'est-ce qui coince finalement dans la version à laquelle le Hamas hier a donné son accord? Israël a été très surpris par cette nouvelle version. En même temps, la délégation israélienne avait quitté le Caire pendant le week-end où a été négociée cette nouvelle version. Et les absents ont toujours tort. Donc maintenant, c'est sur ce nouveau texte qu'il faut discuter. Et c'est un nouveau texte qui pose un certain nombre de problèmes à Israël. Le premier problème, il concerne la libération des otages israéliens. Le Hamas se dit prêt à libérer des otages vivants ou morts, à raison de 3 par semaine pendant la trêve, alors qu'Israël veut récupérer 33 otages vivants à raison de 3 tous les 3 jours. Et d'ailleurs, la proposition du Hamas et ce verbiage, cette formulation vivant ou mort nourrit de grandes inquiétudes ici en Israël, parce qu'on se demande combien d'otages toujours vivants sont effectivement détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Le deuxième problème concerne une pause dans les combats. Ce que Israël voudrait, c'est se ménager la possibilité de continuer à
à intervenir militairement dans la bande de Gaza, même à l'issue du processus d'échange otages israéliens contre prisonniers palestiniens. Or, ce que le Hamas veut, c'est que soit entériné dans le texte un engagement israélien à soutenir une pause durable dans les combats en cessez-le-feu. Oui, Gauthier, Benyamin Netanyahou, alors on le voit, il a vraisemblablement un certain nombre de demandes ou d'attentes qui ne sont pas, alors qu'il est satisfait par les propositions qui sont sur la table, mais a-t-il réellement l'intention et même l'intérêt de négocier, ou bien en débutant... En gros, est-ce qu'on peut considérer qu'en débutant l'intervention terrestre, il cherche à accentuer la pression sur le Hamas en vue de ces négociations, ou bien est-ce que ces négociations ne servent qu'à donner le change aux Américains, alors que l'intention réelle serait en réalité, effectivement, de prendre possession de Rafah? Oui, vous savez que la duplicité de Netanyahou n'est pas nouvelle. On a rappelé ces derniers temps, et à juste titre, l'épisode... Je me souviens plus exactement de l'année, mais c'était lorsque Barack Obama était au pouvoir et que Barack Obama s'était rendu en Israël et qu'il avait demandé pour une énième fois que le mouvement de la colonisation soit au moins freiné. Et Benyamin Netanyahou avait dit oui, je m'y engage. Et pas plus tôt Barack Obama était monté dans son avion de retour qu'il apprenait que Benyamin Netanyahou venait de signer, il s'agissait de Malé Adoumim, la colonie de Malé Adoumim, son extension. Donc c'est une habitude qui consiste justement à avancer d'un côté pour essayer de créer une situation de fait accompli. Est-ce que Benyamin Netanyahou espère vraiment ou compte raisonnablement sur le fait qu'en menant cette offensive à Rafah, il peut dénicher des responsables du Hamas? J'en suis pas sûr, parce que là, de ce point de vue-là, c'est pas très brillant comme récolte. En revanche, terminer d'une certaine manière, abattre totalement le moral, s'il en reste un peu, des Gazaouis et leur dire, vous voyez, ça n'est pas possible de vivre ici, on va vous mener une vie de tous les enfers. Là, à ce moment-là, oui, il y a peut-être un intérêt pour Netanyahou et son gouvernement. Neutraliser le corridor de Philadelphie ou bien négocier de bonne foi où se situe aujourd'hui Israël et son Premier ministre? Alors, je crois que dans les objectifs de guerre, j'entends bien, un militaire, le corridor de Philadelphie en fait partie. Parce que ce corridor, qu'est-ce que c'est? C'est aussi tous les tunnels qui vont en Égypte. Et donc, c'est contrôler complètement les allées et venues autorisées ou clandestines par rapport à l'Égypte. Donc, sur un plan militaire, effectivement, ça fait complètement sens. Et puis, sur un plan militaire, c'est complètement boucler la bande de Gaza, c'est-à-dire par le sud et puis par l'est et le nord. Donc, Gaza se transforme en une espèce de Cisjordanie bis, en quelque sorte, totalement contrôlée sur toutes ses frontières. Il n'y a plus que la mer. Bon, la mer, après, il y a l'armée israélienne, la marine israélienne qui est... Alors, il y a ces buts de guerre. Après, reste la question de Rafah. Est-ce que l'armée israélienne, peut-être sur information, a à ce point-là besoin de prendre Rafah sur un plan militaire? Une chose est certaine, c'est que par rapport à la population, j'en finirai par là, qui est à 70% quand même, favorable à cette entrée dans Rafah et à l'extinction du Hamas, entre la population guillemets. israélienne. La population israélienne, bien sûr. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Benyamin Netanyahou joue, même si les gens sont contre, il joue sur du velours. Ludovic de Foucault, on l'a dit, avec Rafah et notamment ce point de passage, l'Égypte, elle, se retrouve avec l'armée israélienne à ses portes. Et par ailleurs, une aide humanitaire ne peut plus rentrer dans la bande de Gaza avec le risque d'un afflux massif de réfugiés côté égyptien. C'est un vrai problème pour le Caire, ça, aujourd'hui. Oui, c'est un vrai problème. En fait, cette opération israélienne sur Rafah, c'est un problème de sécurité nationale pour l'Égypte, parce que l'Égypte, vous l'avez dit, est frontalière. L'Égypte, ça depuis le début de la guerre, l'a répété à maintes reprises, elle ne veut pas d'un afflux de réfugiés palestiniens sur son territoire, de civils palestiniens qui essaieraient de traverser la frontière pour se rendre dans le Sinaï. L'Égypte ne veut pas d'images, de vidéos qui montreraient des soldats égyptiens repoussés par la force ou même tirés sur des Palestiniens qui tenteraient de franchir la frontière. L'Égypte ne veut pas qu'il y ait des combats dans le corridor de Philadelphie dont vous avez parlé, parce que c'est des combats qui pourraient éventuellement déborder sur son propre territoire. Et puis par ailleurs, prendre le contrôle de ce corridor de Philadelphie, comme le demande d'ailleurs
expressément les alliés d'extrême droite de Benjamin Netanyahou au sein de ce gouvernement, eh bien ça reviendrait pour Israël à contrevenir à un certain nombre d'engagements qui a été pris avec le Caire en 1979 ou en 2005. Donc il y a aussi un problème d'ordre diplomatique. Et puis beaucoup plus prosaïquement pour l'Égypte, il y a un intérêt économique à arrêter la guerre le plus rapidement possible. L'Égypte perd beaucoup d'argent depuis que cette guerre a éclaté. La déstabilisation causée par les Houthis en mer Rouge a considérablement ralenti le trafic maritime dans le canal de Suez. Et puis il y a une perte aussi de revenus très importante liée au tourisme, à moins 30%. Le tourisme en Égypte, c'est 12 points du PIB. Donc pour toutes ces raisons, militaires, diplomatiques, économiques, l'Égypte pousse vraiment pour la fin de l'opération militaire israélienne à Rafah. Merci Ludovic de Foucauld. Ce faisant, Gauthier Ribinski, est-ce qu'il y a un risque de voir l'Égypte durcir le ton ou au contraire essayer finalement d'édulcorer l'accord pour satisfaire au maximum les Israéliens et aller à un accord? Oui, et aller à un accord et même faire semblant éventuellement, s'il n'y en a pas, qu'il y en ait un tout de même. Vous savez, c'est un petit peu comme la position de la Syrie quand elle est bombardée par Israël. Dit non, il ne s'est rien passé. Bon, j'exagère, mais à peine. Simplement, je voulais saisir l'occasion pour remarquer ce que disait très justement Ludovic, c'est-à-dire la problématique pour les Égyptiens et surtout le fait de ne pas laisser rentrer les réfugiés. À la fois parce qu'ils craignent les frères musulmans, qui sont le terreau où font l'organisation mère du Hamas, mais regardez quand même cette solidarité pan-arabe dont on nous parle. Elle n'est pas très brillante. Et ça n'est pas faire insulte aux Palestiniens, mais c'est l'un des problèmes des Palestiniens, c'est qu'ils sont entourés. Ils reçoivent de l'affection quand ceux qui leur en donnent y voient un intérêt particulier. Mais pour les Palestiniens eux-mêmes... L'Égypte, Patricia Lémonière, que va faire le pouvoir du maréchal El-Sisi? Alors, lire dans le marc de café, c'est pas trop mon fort, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est pris un peu en étau parce qu'il a sa population qui effectivement est bouleversée et suit ça sur les chaînes Al Jazeera et autres, qui est bouleversée par ce qui arrive aux Palestiniens. Mais puis qui est travaillé par les frères musulmans de longue date. Aussi par les frères musulmans, mais qui est intimement, je crois, bouleversé. Mais interdit de manifester ou de trop manifester tout de suite casse-prison. Parce que tous ces régimes-là sont quand même des régimes forts et qui ne supportent pas quelque forme de contestation, même si c'est pour soutenir des Palestiniens. Donc... la population ne sortira pas dans la rue si les Israéliens, les Palestiniens devaient fuir dans le Sinaï. En revanche, ce que l'Égypte suit avec beaucoup d'attention, c'est les questions économiques, parce que la population commence en Égypte à ressentir le problème du canal de Suez, à ressentir l'absence de touristes, à ressentir la crise économique. Et là, peut-être que les Américains vont devoir encore mettre de l'argent dans la poche, les Saoudiens aussi, pour soutenir l'Égypte. Parce que si l'Égypte craque, eh bien, ça pose un autre problème dans la région. Et la crise économique est lourde de conséquences. Et elle travaille aussi, l'Égypte, depuis un moment. On l'avait vu notamment à la faveur de la crise ukrainienne et des difficultés pour l'exportation de blé et le pain, notamment. Exactement. Ce qui est d'ailleurs simplement étonnant, c'est qu'Israël ne tient pas compte de tout ça. Il y a une forme de caractère autocéphale de la diplomatie israélienne qui dit nous faisons ce que nous estimons devoir faire et puis le reste, après moi le déluge. La tendance suivante. Ouais. Autre sujet, c'est un moment qu'il voulait chaleureux. Le thermomètre, lui, en tout cas, n'était pas vraiment de la partie dans les frimas du Tourmalet. Le col pyrénéen, théâtre de nombreuses étapes mythiques du Tour de France. Emmanuel Macron a embarqué avec lui le président chinois Xi Jinping, loin de Paris, pour un retour aux sources, là où le président français a laissé nombre de souvenirs d'enfance. Alexandra Carini. La météo est encore hivernale, les averses sont très loin de la carte postale espérée par Emmanuel Macron. Mais avec cette étape dans les Pyrénées, le président espère bien réchauffer les relations avec son homologue chinois. Exit les discussions tendues de la veille, place à plus de légèreté. Un groupe folklorique centenaire pour mettre à l'honneur les danses et costumes traditionnels d'une région chère à Emmanuel Macron. Enfant, il y passait ses vacances avec ses grands-parents. Entourés de leurs épouses, les chefs d'État ont ensuite déjeuné dans un restaurant d'altitude tenu par un ami du président français. Au menu, épaules d'agneau, jambon de porc noir et haricots tarbais, une sélection de fromages et en dessert, une tarte aux myrtilles, à la demande express de Brigitte Macron. Le tout accompagné de vins locaux, un cadre chaleureux
et plus intimiste, qui tranche avec le faste du palais de l'Élysée et sur lequel mise le président français pour favoriser des discussions fructueuses et amicales, selon ses propres mots. Un apaisement bienvenu pour traiter de sujets sensibles, différends commerciaux, guerre en Ukraine et à Gaza. Après une première journée tendue et des désaccords affichés au grand jour, Emmanuel Macron veut apporter une touche plus conviviale avec une opération séduction made in France. Ces images, elles valent le détour quand même, nul doute qu'elles resteront longtemps dans les esprits. Certes, au moment où l'idée a germé, on l'imagine, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, le service du protocole de l'Élysée ne s'attendait sans doute pas à un climat aussi rigoureux en ce mois de mai, puisque la neige était au rendez-vous. Toujours est-il que l'idée a le mérite de donner une dimension personnelle à cette visite, Patricia Lémonière. On est quand même loin du protocole habituel en pareilles circonstances. C'est la tradition de ces derniers temps, finalement, parce que regardez, le président Xi avait lui-même invité à Canton, dans sa ville natale, pratiquement là où son vieux papa, etc., avait exercé son métier de haut fonctionnaire et même de ministre au sein du Parti communiste chinois. Ça fait partie maintenant des nouvelles tendances de nos présidents d'avoir ce côté familier. Souvenez-vous avec Barack Obama, avec Donald Trump, le dîner au Jules Verne à la Tour Eiffel. Exactement. Ouais. Donc ça se veut comme ça, familial. Mais ce que j'ai envie de dire, ce qui est un peu... c'est le climat. La rudesse du climat est un peu à l'image de la rudesse des relations entre les deux présidents. Parce qu'aucun grand contrat n'a été signé. Sur toutes les questions... C'était pas le but du voyage, en tout cas pas le but affiché. Pas le but affiché. Sur toutes les grandes questions... Pas non plus de déguster du saucisson. Oui, voilà. Sur toutes les grandes questions qui sont finalement ce fameux surplus commercial, économique, chinois... ma foi, il y a un surplus, il faut bien qu'on vende nos produits. Ce n'est pas... Alors, on sort comme petit gadget le fait que maintenant, on va avoir le visa pour les Français, mais comme pour tous les autres, comme pour une vingtaine d'autres pays ou une trentaine d'autres pays, je n'ai pas le chiffre exact, peut être prolongé et peut ne pas avoir lieu. Un engagement pour la paix en Ukraine et puis pour une trêve olympique. Alors, l'engagement pour la paix, non. L'engagement pour une trêve olympique. Et quant à la paix en Ukraine, ce que ne cesse de dire la Chine depuis le début, moi je suis pour la paix, etc. Et le respect de la souveraineté, il l'a dit quand même dans sa tribune au Figaro. Oui, mais c'est le discours chinois depuis le début, alors que en interne, le discours est tout autre. Donc il faut qu'on arrête de faire les naïfs. On joue face à la Chine, on est face à quand même un individu et un système qui a le plus profond mépris pour toutes les valeurs qui sont les nôtres. Alors justement, Gauthier Rybinski, est-ce que vous voyez un clin d'œil finalement du climat à cette visite, comme le dit Patricia Lémonière, visite très critiquée par exemple, la tête de liste socialiste aux élections européennes, Raphaël Glucksmann, ardent défenseur des droits de l'homme et notamment de la cause ouïghour, et qui voit dans la tonalité amicale, voire complice, donnée à cette journée, finalement une faute aujourd'hui d'Emmanuel Macron, compte tenu des dossiers dans lesquels Xi Jinping ne s'illustre pas ni par son attachement à la démocratie, ni par son attachement ou son soutien aux démocraties. C'est vrai que ce qu'il y a de frappant dans cette rencontre, c'est que on le voit d'ailleurs sur ces images. On voit que le président chinois manifestement s'ennuie, et le terme auquel je pense est autre, et que Emmanuel Macron, lui, essaye de faire il en fait trop. Et dans la conférence de presse, qui n'était pas une conférence de presse puisqu'il n'y avait pas de questions hier, on a eu l'impression aussi que le président français en faisait trop, parce que quand vous êtes avec quelqu'un avec lequel vous vous entendez, de temps en temps, il y a quand même, nous avons des divergences sur tel sujet, mais comme on s'entend bien, on va les surmonter. Non, là, tout était parfait, et comme le disait Patricia, en grossissant presque sous l'effet d'une loupe des choses qui étaient déjà existantes ou quasi existantes. Et là, alors,
L'idée de la trêve olympique, moi je trouve ça, si vous voulez, scandaleux. Que le sort d'un certain nombre de personnes en Ukraine à des médailles. soit ou pendu justement à des médailles, à l'exploit du lanceur de poids ou de javelot, ça a quelque chose d'insupportable. Simplement par rapport au temps dont vous parliez, vous imaginez, on dit c'est une version un peu intime de la rencontre. S'ils avaient été coincés ce soir au Tourmalet par les intempéries, je ne sais pas comment ils auraient fini, parce que là, peut-être que le président chinois aurait tenté une sortie Ou un incident en diplomatique. dépit de la prudence la plus élémentaire. Oui, bon, il nous reste 30 secondes. La prochaine étape, le fait qu'il décide de se rendre en Serbie et en Hongrie, vous y voyez là aussi une critique en creux de la cohésion européenne qu'Emmanuel Macron voulait porter? Oui, enfin, j'y vois pas tant une critique, j'y vois là où la Chine a ses intérêts et là, la Chine où elle se sent bien. Il reste un jour de plus qu'en France en Hongrie. Enfin, je veux dire, la Chine va vers ses alliés et nous ne sommes pas ses alliés. Nous sommes juste le petit point faible un peu de l'Europe aux yeux des Chinois. Merci pour cette note, pas franchement optimiste, de Patricia Lebonnière et Gauthier correspond au temps, à la neige. On va plus loin. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 5 minutes pour l'essentiel.